Nuance culturelle est un espace de dialogue et de réflexion autour des liens entre culture, société et innovation. Le podcast donne la parole à celles et ceux qui, par leurs projets et leurs engagements, font évoluer les représentations, les usages et les imaginaires culturels. Une plongée au cœur d'initiatives inspirantes qui questionnent notre époque. Nuance culturelle, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous êtes sur le point d'écouter l'une des tables rondes de la saison 2026 de Louvre-Lens-Vallée. Louvre-Lens-Vallée organise mensuellement des tables rondes thématiques autour de la culture, du numérique et de l'innovation. En ce mois de février, on aborde la thématique « Les musées au cœur de l'utilité sociale ». Une soirée où Margherita Balzerani, directrice, a échangé avec nos invités. Annabelle Ténez, directrice du Louvre-Lens, Luc Pirala, directeur du Centre historique minier de Leward, et Patrick Alfano, responsable communication et tourisme durable à l'ADEME. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième conversation de l'année de Louvre-Lens-Vallée. Je suis heureuse de vous accueillir et nous avons des expertes et des experts pour nous accompagner dans ces échanges sur la question des musées au cœur de l'utilité sociale. Nous interrogeons bien sûr la place des musées autant qu'acteurs essentiels des biens communs. Vous savez que les musées ont démarré un petit peu leur histoire par des cabinets qui étaient de propriété des princes. Donc, tous ces biens n'étaient surtout pas partagés et partageables à l'époque. Le Louvre a été créé en 1793 et c'est vraiment un musée qui s'ouvre suite à la Révolution française avec l'ouverture des collections royales au grand public. Aujourd'hui, on est sur un moment dans lequel les musées se posent véritablement la question de leur place, de leur rôle vis-à-vis des publics, si leur rôle est de conserver, de préserver, de restaurer, de diffuser ces biens communs. Je vais vous citer dans les réflexions actuelles, le livre qui a été publié par Aurélie Clémente Ruiz, qui s'appelle « Pour un musée engagé ». Je vous encourage à lire ce livre de la directrice actuelle du Musée de l'Homme, qui pose véritablement la question de l'engagement aujourd'hui de ces musées. Dans la continuité, bien sûr aussi Hannah Arendt, philosophe, qui avait posé aussi dans son livre « La crise de la culture » la question des musées comme en étant justement des lieux dans lesquels on devait protéger et ne pas oublier cette mémoire collective. Et en dernière, et pas par ordre d'importance, Nathalie Bondil, qui est aujourd'hui à la tête de l'Institut du monde arabe, qui a eu un passage par le Musée des Beaux-Arts de Montréal et qui a posé aussi la question du rôle du musée dans la question de la santé publique, du bien-être et de la cohésion sociale. Donc sans pas attendre encore, je voulais justement démarrer cette conversation en vous présentant nos intervenantes et intervenants. D'abord Annabelle Ténez, directrice du Louvre-Lens. Ensuite Luc Pirala, directeur du Centre historique minier, et Patrick Alfano, qui est responsable de la communication et représentant de l'ADEME. Et tout de suite démarrer dans le rôle de l'ADEME dans ces questions qui nous intéressent, notamment, on en avait un petit peu discuté sur comment finalement ces récits, comment ces imaginaires évoluent vis-à-vis des publics, comment l'ADEME se place comme acteur incontournable sur ces questions. Et voilà, je vous laisse vous présenter et démarrer. Merci Margherita, merci à tous, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous rencontrer ce soir. Pour la petite histoire, quand j'étais gamin, mes parents m'amenaient tous les dimanches à un musée et le samedi, je faisais du sport. Et finalement, j'ai été instruit à la beauté à travers les musées et j'ai su apprécier même finalement la nature à travers des œuvres d'art. Donc finalement, pour moi, c'est un
presque un aboutissement d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par juste une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que le 26 juillet 2026 ? Non. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non ? Ok. Bon, c'est pas une colle, hein. Si vous ne répondez pas, je continuerai à parler, il n'y a pas de souci. Oh, formidable. Ah, bingo. En fait, c'est ce qu'on appelle le jour de dépassement. C'est-à-dire la date à laquelle, en fait, les ressources renouvelables produites par la planète sont épuisées. Et chaque année, effectivement, on recule, et c'est de plus en plus, effectivement, un élément prégnant qui montre effectivement la précarité, la difficulté, en tout cas la question autour des ressources. Alors je vais me présenter tout d'abord. Donc je suis Patrick Alfano, je travaille au sein de la direction régionale de l'ADEME Hauts-de-France. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ADEME ? C'est vrai ? Bon. Donc on est un EPIC. Alors, tout de suite ça fait peur. Enfin, simplement pour dire qu'on dépend du ministère de la Transition écologique, du ministère de l'Énergie et du ministère de la Recherche. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'adresse à la fois aux collectivités, aux entreprises, aux associations, pour les accompagner dans la transition écologique. Ça embrasse plusieurs thématiques, l'énergie, donc énergie renouvelable, économie circulaire, mobilité, transport. On intervient de plusieurs façons, à la fois pour financer des études. Ça a été le cas, par exemple, pour le Centre historique minier de Leeuwarden, sur une préétude de faisabilité, sur une source d'énergie renouvelable. On finance aussi de l'investissement, et puis on produit un certain nombre aussi d'études à destination du grand public. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la librairie ADEME où vous trouverez les derniers guides, études qu'on a pu produire. Et puis, on fait aussi des études prospectives, etc., etc. Donc voilà pour ce que l'on fait. Et puis, on y reviendra sur la question de mise en récit. On travaille beaucoup sur la communication responsable. Et effectivement, on sait que le passage à l'action peut être provoqué, suscité par des nouveaux mises en récit, des nouveaux récits. Mais j'y reviendrai. Merci beaucoup. Je voulais vous partager une étude canadienne qui montre que 88% des participants à des programmes de muséothérapie, par exemple, déclenchent en fait une amélioration significative du bien-être émotionnel et physique de l'expérience muséale et des publics. La participation culturelle régulière est associée à une réduction de 60% des risques de dépression chez les seniors. Les activités muséales augmentent 25% les marqueurs de cognition positive chez les personnes âgées. Les musées sont considérés par 82% des Canadiens comme essentiels à la cohésion communautaire, qui sont des données du musée d'Ottawa et des musées du Canada. Donc ces chiffres montrent que finalement la question du musée comme acteur de bien-être est sans doute importante. Et donc je laisse forcément la parole à Annabelle Ténez pour nous décrire toutes les actions qui embrassent ce musée et ta direction depuis que tu es arrivée. Bon, alors, je ne sais pas si vous m'entendez, le micro marche ? Oui. Bon, alors, si je fais vraiment toute la liste, vous avez prévu un peu de café pour une partie de la nuit. Je dis ça parce que c'est vrai que le musée du Louvre-Lens fait beaucoup. Je pense que l'idée aussi, il faut peut-être revenir aussi à l'idée originelle. Tu faisais allusion au fait que le Louvre est lui-même créé en 1793, à un moment donc de la Révolution française, avec cette idée du partage des collections comme un bien national. Ces collections étant pour une partie, lorsque s'ouvre le Louvre en 1793, des collections qui sont évidemment royales nationalisées, mais aussi des collections d'abbayes. Et très vite, il faut se rappeler que tout de suite après la création du Louvre, il y a ce que nous on appelle dans notre histoire des musées les grands envois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les grands envois ? Eh bien, c'est dès le départ l'idée que parmi les grandes collections, il faut les envoyer dans des grands musées de région qu'on se met à créer. Donc en fait, il ne faut pas oublier que dès le départ, il y a cette idée que si les collections sont un bien commun, elles doivent être partagées avec le plus grand nombre. Et ça, je pense que c'est un moteur originel de la création des musées en France.
C'est aussi un des moteurs originels de la création du Louvre-Lens. C'est-à-dire le partage le plus large possible des collections nationales, qui se trouvent en effet un peu surreprésentées dans les collections à Paris, dans les collections nationales, dans la capitale. Donc la question de ce partage le plus large possible des collections nationales, et surtout cette notion de bien commun qui est sous-tendue par cela, c'est-à-dire que ces œuvres nous appartiennent à tous et toutes. Eh bien, ça, je pense que c'est aussi un des moteurs qui a favorisé la création du Louvre-Lens, avec l'idée de cette transition. Justement, vous parliez de l'enjeu écologique, très important, du passage de ce que nous on appelle l'archipel noir à l'archipel vert. C'est aussi la transformation au Louvre-Lens d'un site minier, abandonné depuis plusieurs décennies, en un site culturel. Et un site culturel qui n'est pas qu'un musée, c'est un musée plus un parc. Et je pense que cette dimension-là, elle est très importante et elle est aussi originelle dans le projet, c'est-à-dire que le parc est conçu en même temps que le musée. Et le parc, je le rappelle souvent parce que on connaît souvent les noms des grands architectes et malheureusement on connaît peu les noms des grands paysagistes alors qu'ils transforment eux aussi nos lieux de vie. Je suis pour qu'on fasse aussi de nos paysagistes des stars. Catherine Mosbach, elle a aussi pensé beaucoup ce parc en végétalisation spontanée, donc avec l'idée d'espèces natives du territoire. Ce qui nous arme mieux d'ailleurs pour le réchauffement climatique. Et donc l'idée de ce musée, c'est que c'est un musée qui se partage, c'est un musée qui partage les collections nationales, qui partage les collections aussi sans hiérarchie. Je pense que cette symbolique de l'absence de hiérarchie, elle est très importante, parce que si on ne fait pas de hiérarchie entre les arts et les civilisations, alors on ne fait pas de hiérarchie entre les personnes. Il y a souvent une grande analogie entre les classifications. La manière de classifier, la manière aussi dont on classifie les objets aboutit souvent à une manière dont on classifie les gens aussi. Et donc, sans hiérarchie, c'est évidemment la galerie du temps. Sans hiérarchie de civilisation, de médium, juste l'idée de cette traversée de ce fleuve de l'humanité, y compris entre des civilisations qui n'étaient pas connectées, mais même quand elles n'étaient pas connectées à l'Antiquité, on perçoit ce qui est notre base commune, c'est-à-dire l'expression de l'humanité. Et d'une humanité qui dépasse nos différences. Évidemment, cette question du bien-être dont tu parles, peut-être que ça vous semble un peu éloigné quand j'ai dit ça, mais je pense que cette absence de hiérarchie, de cette liberté de circulation, qui est dans l'architecture du musée, qui est dans le parc, qui est dans la galerie du temps, c'est la première base pour se sentir chez soi et être dans le bien-être et être dans la liberté de venir seul, si on a envie d'être seul. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut être seul avec soi, dans un monde ultra connecté, entre amis, en famille, comme on a envie en fait, en classe bien sûr. Et également donc cette question d'être bien, je pense qu'elle est au cœur fondamental du musée, au-delà des actions uniquement de bien-être, qui bien sûr en sont une forme de quintessence. Se sentir bien, c'est se sentir bien accueilli. C'est aussi se sentir comme pouvant être un participant et une participante, ce qu'on ressent notamment lorsqu'on voit que les cartels ont été coécrits dans la Galerie du Temps. C'est aussi offrir la possibilité de ressentir par toutes les manières de ressentir, également le toucher pour certaines œuvres, également parfois le parfum dans certaines visites, les odeurs, aussi la possibilité des sons. Dans notre prochaine exposition, on pourra télécharger des sons qui pourraient être en écho avec les œuvres. Et en fait, c'est pour ça que je dis ça, c'est que toute cette question d'être bien, en fait, elle est fondamentale. Et cette question d'être bien, elle prend en compte aussi l'idée que toutes les personnes qui viennent au musée sont aussi des êtres différents, avec leur propre histoire, avec leurs propres besoins quand ils viennent au musée, que ce soit leurs propres besoins physiques ou leurs propres besoins émotionnels. Donc d'essayer que tout cela puisse s'y exprimer. Et bien sûr, ça y trouve une forme de quintessence par nos programmes, évidemment, d'art-thérapie, notamment. Je distinguerais bien deux choses, qui est le bien-être et la santé mentale. Le bien-être, c'est se sentir bien. La santé mentale, c'est participer à des actions, notamment avec des professionnels de santé, justement pour accompagner les gens qui sont touchés par la santé mentale.
Je pense notamment, donc, nous avons la grande chance d'avoir au Louvre-Lens actuellement une personne à la médiation qui est formée entièrement en art-thérapie, qui permet le samedi d'avoir, je vous invite à aller faire ça, à tester les séances du samedi d'art-thérapie, mais aussi dans des programmes que nous développons notamment avec l'ANAC, que vous connaissez, qui est l'hôpital du territoire, avec lesquels nous avons fait également des études, et qui là touchent plus particulièrement des gens qui pour le coup sont touchés par la maladie mentale. Mais cette question d'être bien, en fait, elle doit dépasser l'ensemble de la situation individuelle de chacun. Merci beaucoup, Annabelle. Le centre historique minier qui incarne la mémoire ouvrière, une mémoire importante. Comment vous avez fait le lien finalement avec l'ADEME? Comment aujourd'hui le positionnement de ce centre historique minier qui porte cette mémoire collective, qui est importante et qui est un musée largement visité dans la région, comment depuis ton arrivée tu souhaites faire évoluer son rôle social et aussi on pourrait parler de justice sociale, c'est-à-dire comment finalement cette mémoire peut se réécrire sous la question de récit, imaginaire et la suite un petit peu. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être là si nombreux. Ce qui est aussi un témoignage de quelque part l'attente que les musées suscitent et l'intérêt qu'il a dans la vie des gens et ça fait chaud au cœur de vous voir ici devant nous. La question pour le centre historique minier de renouveler notamment son engagement environnemental vient du fait que tout simplement quand on candidate à un poste comme le mien, en fait la question elle est simple, alors dans les statuts c'est écrit bizarrement chez nous, mais faire du centre historique minier un musée du 21e siècle. On est en 2026, il faudrait peut-être rentrer quand même dans le 21e siècle, il serait temps. Mais vous voyez un petit peu l'idée qui est de se dire, évidemment, on a la charge d'un patrimoine, d'une histoire dont le rapport physique direct va s'estomper avec le temps et c'est quelque chose de naturel. Et en fait, comment, évidemment, quand on a quelque part, on est gardien de cet héritage-là, comment on fait pour le rendre toujours pertinent, encore et encore, pour les générations qui viennent et qui nous suivent. Et c'est vrai que cette question-là, moi j'ai tâché d'y répondre autour de 3 grands axes forts, qui sont les axes forts de mon projet scientifique et culturel, n'est-ce pas, qui est 1, la décarbonation, j'y reviendrai, 2, l'ancrage territorial, là aussi j'y reviendrai parce que quand on est dans le bassin minier, en fait, ça veut dire quoi l'ancrage territorial et c'est quoi le territoire, en fait, enfin vous voyez ce que je veux dire, et 3, la question de l'humain, qui est à la fois un rapport un peu renouvelé avec ses visiteurs et avec sa médiation, et aussi un enjeu de participation en interne ou avec évidemment notre très grande proximité. Donc je vais un peu insister plus évidemment sur la question de la décarbonation parce que il faut savoir que le centre historique minier est depuis toujours un centre scientifique de l'énergie, en plus d'être le musée de la mine et des archives au fond des houillères. Et quelque part, ce sujet de l'énergie et de savoir quoi en faire dans un monde qui se réchauffe est en fait au cœur de ce qu'on a à faire. Parce que en fait, le charbon a quelque chose à voir avec la situation dans laquelle on est globalement. Alors évidemment, il n'a jamais s'agi de pointer du doigt qui que ce soit et de rendre responsable, loin de là l'idée, les mineurs. Mais on a une responsabilité aujourd'hui, effectivement, de permettre à la fois d'être fier de cette histoire-là, de la valoriser, mais aussi d'être engagé. Tu as rappelé le terme du livre d'Aurélie Clémenté-Ruiz. Moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musées, si on veut être des garants
du bien commun, mais en fait, c'est juste tout simplement être à la hauteur de notre mission de service public, hein. En fait, aussi simple que ça. Aujourd'hui, ça veut dire effectivement prendre des positions qui ne sont peut-être pas les positions complètement attendues par rapport à des structures culturelles classiques. Aller chercher du partenariat là où on ne l'attend pas. Donc avec l'ADEME naturellement, parce qu'effectivement, quand on veut décarboner, moi je suis un conservateur du patrimoine, je suis un juriste et un historien de l'art, moi je ne sais pas comment vraiment on fait, hein. Enfin, voilà, j'admets mes limites, donc il faut chercher de l'expertise, il faut aussi chercher une sorte de légitimité, une légitimation un peu technique, et c'est ça que je suis allé chercher tout de suite en arrivant à l'ADEME. Alors ils n'ont pas répondu tout de suite, hein, ils ont mis quelques mois à me répondre quand même, mais bon, j'ai été assez insistant. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un certain nombre de choses très techniques, mais surtout le fait que le Centre historique minier a été reconnu comme un démonstrateur national de la transition écologique. Alors c'est un dispositif qui existe avant, sauf qu'on est le premier musée de France à l'être. Alors ça, je suis hyper fier, même s'il faut que j'arrête ces histoires d'être le premier machin, parce que c'est très anthropocène cette affaire. Mais cet accompagnement-là, cet enjeu d'être suivi aussi par la région qui est propriétaire du site et qui est évidemment un financeur très important dans sa démarche REF 3, nous incite quelque part à continuer, parce que en fait, ce sont ces enjeux de valeur, c'est le respect du passé, mais tourné vers un enjeu de transformation du territoire, qui fait qu'on est suivi, à la fois par les visiteurs, parce que comme tu l'as dit, on reste un musée très fréquenté, mais aussi par un écosystème plus large, qui est aussi un écosystème économique qui nous suit sur le mécénat, sur autre chose, quoi. Donc, je m'avance si je dis que le Centre historique minier, musée de la mine, est aujourd'hui le musée de la décarbonation. Dit comme ça fout un peu... Bon, il me reste à décarboner un peu plus ma flotte et à avoir des voitures électriques. Et alors, si quelqu'un dans la salle a un bon plan mécénat, qui vienne me voir après, hein, si je suis toujours preneur pour ce genre d'éléments. Non, mais il y a toujours des choses à faire. Non, on n'est pas un musée de la décarbonation. En revanche, on est un musée qui est porteur d'une histoire sur, évidemment, le charbon et sur la culture que cette production charbonnière a créé quelque part, et comment elle a transformé le territoire. Mais on est un musée qui se veut engagé dans le fait que aujourd'hui, sur des questions d'énergie, c'est pas un bon plan de continuer à brûler du charbon. En revanche, c'est important de se dire, en France, on a une image un peu biaisée de ce qu'est le charbon, justement parce qu'on l'a arrêté depuis assez longtemps, avec un mix énergétique qui est le nôtre, notamment très nucléaire. Faut se rappeler qu'on n'a jamais autant brûlé de charbon qu'en ce moment, et que ça reste encore dans le mix énergétique quelque chose de très très fort, et dans des pays pas très loin de chez nous, vous savez, l'autre bout de l'Europe, enfin pas très très loin, les musées qui sont nos collègues ont encore des mineurs dans leurs effectifs, parce que en fait c'est encore au fond, et que en fait la production elle n'est pas terminée. Donc ces enjeux de savoir véritablement où on en est et où est-ce qu'on veut aller fait de nous un lieu un peu démonstrateur de la transformation à la fois du territoire et de nos visiteurs. Et alors, est-ce que, Patrick, vous pouvez nous partager un petit peu comment, justement, cette relation de complémentarité sur les expertises a été menée sur le Centre historique minier, et comment ça pourrait se décliner concrètement sur d'autres musées? Alors, effectivement, on est très fiers également d'être la première ADEME régionale à signer une convention avec un musée, le premier démonstrateur. On se joint à la fierté que tu viens d'exprimer. Avant, effectivement, sur la question de la mise en récit, alors pourquoi on parle beaucoup en ce moment de mise en récit? C'est un terme qui est vraiment à la mode. C'est juste pour rappeler effectivement comment les dernières décennies
la question de la consommation était prégnant et comment en fait le modèle économique et le modèle qu'on nous a vendu était fondé effectivement sur une surconsommation. Alors là, je vous invite à regarder, vous pouvez regarder sur vos portables, c'est regarder les travaux qu'a fait un docteur en neurosciences qui s'appelle Sébastien Boller. Et c'est très intéressant de voir son analyse qui montre que finalement notre cerveau, il est construit, malgré lui, pour que avoir du plaisir, ça doit avoir la dopamine et un peu s'appuie sur la consommation. Plus on consomme, plus on a la dopamine. Donc vous voyez, donc, finalement, on doit raisonner contre nous-mêmes, ce qui n'est vraiment pas évident. Donc, certains peuvent le faire très très bien, mais il faut que nous, on arrive, et justement c'est tout l'objet des nouveaux récits, à pouvoir justement construire des récits qui apportent aussi du plaisir. Donc la surconsommation apporte du plaisir, mais on sait aussi que par exemple, le fait de travailler en collectif, le fait de faire du bien aux autres, eh bien, aussi apporte du plaisir, apporte de la dopamine. Et donc, travailler sur ces nouveaux récits avec la transition écologique, c'est aussi imaginer à travers des lieux qui s'y prêtent, hein, comme ça peut être le cas avec le Centre historique minier de Leeuwarden, mais également avec Nausicaa, on a également un partenariat avec eux, où on peut créer des espaces, des lieux où les gens viennent, se rencontrent entre eux, pour pouvoir s'imprégner de questions autour de la transition écologique. L'idée pour nous, c'est pas d'avoir une vision, culpabilisatrice en disant vous ne faites pas ça, c'est terrible, etc. Mais c'est montrer plutôt le côté joyeux, si j'ose dire, d'une sobriété heureuse. Donc le travail qu'on a accompli, c'est bien là-dessus, c'est pas uniquement accompagné sur l'investissement, ça on sait le faire, mais peut-être imaginer autre chose. C'est pour ça qu'on travaille avec des docteurs en neurosciences, avec des sociologues, pour justement essayer d'avoir une réflexion qui aille au-delà du Centre historique minier de Leeuwarden ou de Nausicaa et peut-être imprègne aussi d'autres musées. On parlait tout à l'heure du musée du XXIe siècle, même si nous y sommes. On parle aussi des nouveaux usages. Et j'ai envie de donner la parole à Annabelle sur le fait que nous chérissons tout ce que le musée du Louvre-Lens propose, sans oublier qu'aujourd'hui, vous avez une équipe de 30 médiateurs qui déploient la médiation humaine, vous organisez des cafés citoyens, voilà, tous ces nouveaux usages d'un musée qui finalement se transforme comme une sorte de lieu de vie, une extension de son intérieur vers un espace de partage avec les autres. Alors, quand on parle de musée du XXIe siècle, pour le coup, le Louvre-Lens, c'est un musée 100% XXIe siècle. Mais ce que j'aime bien quand tu fais un peu une boutade sur cette question du musée du XXIe siècle, parce que c'est vrai que moi aussi, souvent, je me dis, mais tiens, on dit toujours, mais musée du XXIe siècle, qu'est-ce qu'on veut dire ? Et en fait, je pense que quand on dit ça, on se dit d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore plus qui nous corresponde ? Et je pense que ça, c'est aussi un élément important, c'est que le musée du Louvre-Lens, c'est un musée horizontal. C'est un musée, quand je dis horizontal, de manière organisationnelle, comme en fait architecturalement. Une chose qui m'a beaucoup frappée et qui dit aussi un rapport différent au vivant. Alors peut-être que vous n'y faites pas attention parce que le but parfois, c'est juste qu'on vive les choses et pas qu'on les remarque particulièrement. Le niveau du sol à l'extérieur du musée et le niveau du sol dans le musée, il n'y a pas de différence de niveau. Et c'est assez rare. Et alors, on ne va pas se mettre à fustiger les musées qui ont des escaliers. Au XIXe siècle, les musées ont ces escaliers et cet effet de temple parce on va chercher l'admiration. On va vers l'exceptionnel. Ça ne veut pas dire que dans le musée du XXe siècle, on ne va pas vers l'exceptionnel, mais on va vers l'exceptionnel au quotidien. C'est-à-dire, quand tu parles de tout ça, on va vers le musée qui est un lieu de vie, et avec cette idée que cet exceptionnel, il peut être dans notre quotidien. Alors, ça peut sembler une utopie, mais finalement, quand on voit comment Louvre-Lens on travaille, et pas que chez nous d'ailleurs, hein, dans beaucoup de musées, on travaille à cette utopie concrète, c'est-à-dire de l'exceptionnel au quotidien. Et avec cette idée aussi, qui pour moi est très importante, c'est que par exemple, quand vous êtes dans un musée, je pense qu'une des parties émotionnelles, c'est que lorsqu'on regarde un objet dans un musée, on le regarde avec notre regard contemporain. Donc en fait,
Vous regardez un objet qui a 8000 ans ou un objet qui a été créé il y a 2 jours, il est vivant dans votre regard au moment où vous le regardez. Et en même temps, je suis persuadée que lorsque vous regardez un objet qui a 8000 ans, vous avez aussi avec vous, sans vous en rendre compte, tous les gens qui l'ont regardé depuis 8000 ans. Et d'une certaine manière, on partage ça quand on est au musée. Alors, vous pouvez trouver ça très utopiste, mais je pense quand même qu'on partage ça. On partage le fait que quelqu'un a pensé à créer tel objet pour telle église. On partage le fait qu'il a été vu pendant très longtemps dans tel édifice. Puis on partage qu'à un moment, on a choisi de le mettre dans un musée. On partage qu'à un moment, on a choisi de le sélectionner, de le mettre à un endroit donné et de le regarder. Et je pense que c'est aussi ça qu'on retrouve et sans forcément y penser. Ce que je vous dis ça, c'est que moi j'y pense beaucoup parce que c'est mon métier, parce que mon but c'est de vous transmettre tous ces objets, mais que vous ayez l'impression que ce soit les vôtres parce que ce sont les vôtres. Mais je pense qu'on a aussi cette somme d'humanité qui est non seulement la somme des créations de cet objet, mais de tous ceux qui l'ont regardé et qui l'ont aimé, ou qui parfois l'ont pas du tout compris aussi. Moi, je trouve que c'est toujours très intéressant, toute l'histoire de tout ce qu'on n'a pas compris, c'est passionnant. Et donc, je pense aussi que tout ça, ce collectif, qui est presque un collectif de personnes sur des milliers d'années, cette dimension du collectif, je pense qu'on la comprend au musée sans forcément la théoriser, mais je pense qu'on la ressent. Et je pense qu'on a tous à apporter une expertise sur l'art. Nous, on amène avec Luc notre expertise d'historien de l'art, d'historien. Mais si vous êtes quelqu'un qui travaille le métal, quelqu'un qui travaille l'esthétique, quelqu'un qui est passionné, qui a telle passion, eh bien vous aussi vous amenez votre expertise sur cet objet. Et je pense par contre que qu'on apporte tous, c'est notre expertise émotionnelle. Notre ressenti, notre émotion, ça on l'apporte tous aussi. Et en fait, je crois que le fait qu'on soit nombreux au Louvre-Lens, c'est un choix à partager ces objets, mais le fait que vous soyez nombreux à venir vouloir les partager avec nous, ça, c'en est aussi le retour dont on est très chaleureux. Et c'est vrai qu'on essaie qu'il y ait des moments très différents où on puisse partager. Donc le Café des voisins, je vous le répète, c'est un jeudi par mois. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. C'est à la médiathèque au milieu du musée. C'est en libre accès. Vous venez un mois si vous avez envie de venir. Vous n'avez pas envie de venir pendant un an, vous ne revenez pas. Hein. Vous avez envie de venir tous les mois, vous venez tous les mois. Vous n'avez pas besoin il n'y a pas besoin de préavis ou quoi que ce soit. Et l'invitation, elle est continue. Il y a moi, ceux que j'appelle les ambassadeurs du Louvre-Lens aujourd'hui, c'est les 200 habitants et habitantes du territoire qui ont coécrit les cartels de la galerie du temps avec nous pendant 1 an, qui étaient les seuls avec le conseil d'administration et les conservateurs à avoir vu la maquette de la galerie du temps et avec qui on gardait ce secret partagé. C'est évidemment toutes les visites, toutes les discussions, c'est tous les ateliers de création aussi, parce que je pense aussi que quand on va au musée, et on voit ça chez les enfants, mais je pense qu'on les a aussi chez les adultes, et d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à venir aussi à ces ateliers-là, eh bien nous aussi on a parfois envie de créer et de s'exprimer. Et s'exprimer en créant ou en faisant autre chose, je pense que ça c'est quelque chose dont on a tous besoin, c'est s'exprimer et s'écouter. Et en fait, l'objet, la création qu'on va regarder, elle va toujours être l'occasion de s'exprimer, comme je dis souvent, les uns avec les autres, ou parfois juste avec soi-même. Et moi, j'avoue que c'est aussi pour ça que j'adore travailler dans les musées. J'allais dire vivre dans les musées, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Hein. On y passe pas. Si on enlève le temps où on dort, on y passe souvent plus de temps que chez nous. Et je pense donc je boucle ma boucle. Je pense que dans cette idée du musée du XXIe siècle, il y a aussi comment le musée il évolue avec nous, avec qui on est, avec comment la société évolue. C'est aussi pour ça que parfois il est un lieu de débat très fort. Mais je pense que l'essentiel c'est qu'il soit un lieu où toutes les voix peuvent s'exprimer et s'écouter. Donc ce n'est pas seulement un lieu où on conserve, on préserve la mémoire. Et Luc, peut-être aussi, comme on a vu
dans le centre historique minier passaient aussi là encore, on ressent le rôle d'utilité sociale dans les expositions temporaires que tu as pu porter, comme Mineurs d'Ukraine. Voilà, lieu de débat ouvert à tous et à toutes. Donc voilà, comment cette utilité sociale se décline dans les actions que tu portes et quelles sont les perspectives à venir pour cette institution? Sur la question, effectivement, d'avoir un propos... alors, moi, je suis assez, prudent dans la manière dont on s'exprime, en fait. Le sujet étant, quand on doit travailler sur des enjeux environnementaux, il faut qu'on soit très exemplaire nous-mêmes, en fait, avant de pouvoir porter un discours qui soit crédible. Donc la question du discours est peut-être pas le premier sujet pour nous, même si aujourd'hui on a une exposition qui s'appelle Au charbon sur un design postmoderne et qui très clairement pose cette question de la vision des créateurs autour du matériau charbon pour penser le monde d'après. Donc évidemment on le fait, mais c'est vrai que pour un site comme le nôtre, qui est un site de patrimoine industriel, donc une passoire thermique, parce que évidemment chauffer la fosse, c'était pas vraiment un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, pose quand même beaucoup de problèmes d'un point de vue énergétique, donc d'un point de vue financier, mais aussi, c'est un grand sujet pour nous au musée, un grand problème de conservation. Parce que, en fait, on ne peut pas conserver le patrimoine minier comme un Léonard de Vinci, si on n'a pas un tout petit peu de stabilité climatique et hygrométrique, le base, quoi. Voilà, si vous voulez... S'il y a un truc à retenir de cette soirée sur la conservation du patrimoine, c'est que votre climat, il faut qu'il soit stable et votre hydro, il faut qu'elle soit stable. Ok ? Vous êtes plus intelligent ce soir et vous avez tout compris, vous pouvez être conservateur. C'est vrai par ailleurs. Voilà un peu sur ces sujets de contenu, mais je voulais revenir sur ce que tu disais sur la question de faire chez soi le musée. Moi, je pense que sur des questions comme le Café des voisins, alors nous aussi, on l'a développé à notre échelle, et on se pose beaucoup la question, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire participer les gens? Est-ce que leur faire visiter de manière très privilégiée les choses, ça suffit? Alors bon, voilà, en fait, on n'a jamais vraiment de réponse absolue à ces questions-là. Je pense que toutes les réponses sont bonnes, en fait. Et pourquoi? Parce que, en fait, il y a une chose que les gens viennent chercher quand ils sont dans ces moments-là, c'est quand même de la convivialité et de la sociabilité. Parce que, en fait, c'est ce qu'on n'a plus trop aujourd'hui dans nos vies un peu modernes. Alors, encore une fois, je ne veux pas être un donneur de leçons, quoi que ce soit. Loin de moi cette idée, mais il faut juste se dire... Quand est-ce qu'on a des moments, en fait, où juste on est dans un lieu, on échange un café. Alors, vous pouvez l'avoir comme ça, de manière ponctuelle, avec des amis, mais de manière plus sociale et ouverte, en fait, c'est extrêmement rare aujourd'hui. Et c'est vrai que, quelque part, on remplit ce rôle-là, et je trouve que c'est un rôle hyper noble, en fait, très innovant. Et il n'y a pas besoin d'électricité, quoi. Enfin, si, pour faire le café, quoi. Donc, si on résume un petit peu, l'idée c'est de repenser le musée un petit peu comme un lieu de vie, une extension de son intérieur. On pourrait dire aussi un peu une sorte de tiers-lieu culturel, espace de vie, un espace de répit, de rencontre, d'accueil. Quels seraient, d'après vous, je pose la question aux trois, pour chacun d'entre vous, les prochains pas concrets pour renforcer justement cette utilité sociale? Patrick? Très en modeste. tant que visiteur. Oui, voilà, vraiment en toute modestie. Mais alors je fréquente assidûment les musées, comme je l'expliquais, depuis mon plus jeune âge. Et j'ai raté ma vocation. J'aurais dû être comme Luc, effectivement. Si j'avais pu, ça aurait été vraiment mon rêve, très honnêtement. Et Comme Luc, ça veut dire quoi? Mais en tout cas, en tant qu'adepte et effectivement de ces lieux-là, moi, ce que je ressens quand je vais dans ces lieux-là, c'est
je me sens totalement apaisé. Enfin, tu reprenais. Et je pense que voilà, c'est des lieux où on est en capacité d'abord d'ouvrir ses chakras et d'être en capacité aussi d'écouter des choses un peu nouvelles. De pouvoir justement aussi échanger avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude. Donc l'idée des cafés, je trouve ça très très bien, et de plus en plus de musées les organisent. Je sais que le Centre culturel minier, le World, organise des Repair Cafés, et ça répond exactement à ça. Petit laïus sur les Repair Cafés, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un Repair Café, mais vous pouvez être fier de cette initiative, parce que en France, vous avez le plus grand réseau de Repair Café par rapport à d'autres régions. D'ailleurs, c'est même un modèle qui commence à s'exporter, si j'ose dire, alors que ça répond simplement à un besoin de se rencontrer, de pouvoir échanger. La question de l'économie circulaire est très secondaire. On va pas voilà. Par contre, on voit que ça commence à se démultiplier de plus en plus dans des territoires qu'on n'avait même pas imaginés. Et pourquoi j'en parle, c'est que effectivement, pour certains musées, ça peut être aussi un lieu pour accueillir ces types de Repair Café où les gens échangent entre eux, profitent d'un cadre aussi apaisant, entouré d'œuvres d'art magnifiques. Voilà, entouré de beau, ça te donne envie aussi d'aller plus loin, quoi. Donc ça te nourrit aussi l'âme. Donc voilà, nous on y croit beaucoup. Encore une fois, l'expression ouvrir ses chakras pour parler de transition écologique, c'est un déterminant important. Pour moi, c'est à moi. Bien merci Patrick déjà pour ce témoignage et pour parler de mon Repair Café que je n'aurais pas fait si tu me l'avais pas demandé, mais bref. Alors moi sur la question d'aller plus loin, effectivement je vous ai dit que le centre historique minier c'est un centre scientifique de l'énergie qui a toujours été pensé un tout petit peu comme un centre scientifique, vous voyez, avec beaucoup de données, et puis vous faites un petit peu, vous faites le choix de ce que vous avez à faire après. Bon, aujourd'hui, cet espace-là est fermé pour des raisons, j'allais dire matérielles, mais quelque part, ça nous donne l'occasion de repenser un petit peu, sans doute, ce modèle-là. On parle beaucoup dans la théorie des musées de l'enjeu d'avoir un musée agora, un musée où justement, tu l'as dit, on fait débat, où on peut parler tranquillement. C'est une belle idée. Honnêtement, elle est rarement en acte, quoi, d'une certaine manière. Et c'est vrai que cet enjeu, moi je vois beaucoup, évidemment, sur la question, non pas forcément du charbon, mais sur la question de l'extraction, avec tous les enjeux qu'on sait aujourd'hui, d'une part de transition, d'autre part de souveraineté, et évidemment des enjeux environnementaux. Je pense qu'il y a un sujet de s'interroger collectivement avec tous les acteurs en présence, c'est-à-dire même ceux qui ne pensent pas comme nous, hein. Parce que, en fait, le débat, c'est quand même c'est plus chaud avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Il faut quand même réfléchir très, très concrètement à ces sujets-là et tous ensemble autour de formats qui sont un peu ceux du débat public. Vous savez que dans la Commission nationale du débat public. Et moi, j'aimerais bien développer ça, effectivement, d'un point de vue un peu thématique sur la question de l'énergie. Avec ces acteurs en présence, parce que encore une fois dans notre pays tout existe déjà en termes de structure, c'est juste qu'elles ne communiquent pas entre elles parce qu'elles n'ont jamais eu l'idée de communiquer, et je pense que ces enjeux de débat public autour de l'énergie pour nous le centre historique minier, mais plus globalement pour les musées, de savoir d'être vraiment le lieu d'une démocratie aussi experte, c'est un sujet d'avenir pour nous. Annabelle. Beaucoup de choses. Je dirais quand même aussi poursuivre ce qu'on fait. Ça me semble particulièrement important. Tu parles des enjeux de conservation, de tout. Quand je dis poursuivre ce qu'on fait, c'est aussi se dire évoluer doucement. Quand je dis évoluer doucement, c'est comme tu dis, faire rentrer le débat, faire évoluer, écouter. Parce que je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce que je vais répondre à cette question-là ? Et en fait, pour moi, la meilleure réponse, ce serait que vous me laissiez tous un petit mot à la fin et qu'est-ce que vous attendez du musée ? Parce que je pense que nous, professionnels du musée, on a des idées sur ce qu'on peut et ce qu'on veut proposer sur le musée.
Mais parfois, je me dis, comment être sûr qu'on est en adéquation complète avec notre public ? Alors, on expérimente, évidemment. Nous, on fait beaucoup de groupes tests, comme tu le sais, Luc. Et donc, dans les groupes tests, on va demander à des gens très différents. Des gens qui nous connaissent bien. On va demander à des gens qui ne nous connaissent pas du tout. On va aller aussi demander à des gens qui sont encore à l'école pour essayer d'avoir le panel le plus représentatif possible. Mais parfois, je me dis, c'est toujours quelque chose qui m'interroge, je me dis, mais est-ce qu'on a bien interrogé alors, l'avantage, c'est que notre équipe de médiateurs, ils sont très professionnels là-dedans. Et pour que ce soit démocratique, moi, j'y vais pas. Parce que si moi, j'y vais, j'aurai la parole, en gros, de l'experte en chef. Or, le but, c'est que toutes les paroles s'expriment. Donc, je dirais, tous laissez-moi un petit mot à la fin. Qu'est-ce que vous voudriez pour votre musée ? En fait, quand je dis ça, ça peut sembler étrange, mais je pense que cette question aussi on offre, mais peut-être qu'aussi, il y a d'autres rêves que ce que nous, on exprime. Alors, je ne peux pas vous garantir de réaliser vos rêves. Hein. Mais, si je peux un tout petit peu, j'essaierai. Mais je pense qu'il y a cette question du collectif, de la discussion, et je pense quand même aussi l'équité de l'accès à l'art. Ça, je pense que quand même cette question de l'équité de l'accès à l'art, elle est fondamentale. Ça, c'est peut-être pour moi ma pierre de souche. Hein. C'est l'équité de l'accès à l'art. Quand je dis l'équité, c'est l'équité géographique. Comment vous allez au musée qui est le plus près, surtout s'il est très loin. Est-ce que vous arrivez à y entrer ? Est-ce que c'est facile pour vous d'aller aux toilettes si vous avez des difficultés ? Tout ça, je pense que ça compte. Est-ce que vous pouvez tous avoir accès aux chefs-d'œuvre ? Je pense que cette question du partage plus large des collections nationales, on n'est pas dans une phase actuellement très poussée de décentralisation, mais je pense qu'il va quand même aussi falloir y revenir. Et je l'espère d'ailleurs. Et d'une certaine manière, pour moi, le musée ultime, ce serait celui où on sera entouré d'art partout. Parfois, je me dis, on va acheter un cadre dans une grande boutique très chère, vous voyez, des grandes photographies, vous pouvez voir toutes les grandes... Vous allez le payer une centaine d'euros. Et moi, je peux vous dire que pour ce prix-là, vous pouvez avoir une gravure originale d'un jeune artiste. Et ça, c'est quelque chose qui serait pour moi le rêve ultime, c'est-à-dire qu'on ait tous un peu un bout d'art chez soi et que ce soit accessible. Et en fait, parfois, je me dis, quand vous ne savez pas forcément qu'en fait, ça va vous coûter le même prix, un cadre avec une photo générique de New York, vous voyez ? Mais un gros cadre, en fait, vous paierez cher le gros cadre, ou une photo maritime, etc. Et en fait, vous pouvez avoir une photo d'un jeune artiste ou d'un jeune graveur, et ça vous coûtera le même prix. Et ça, je me dis, quand on ne le sait pas, mais vous allez me dire, mais où je vais l'acheter, cette œuvre ? Bah oui, parce que si on ne connaît pas les circuits, si on ne sait pas chez qui on va l'acheter, vous ne risquez pas de l'acheter, en fait. Vous voyez, c'est aussi, et je me dis, tant que tous ces circuits-là de diffusion de l'art ne seront pas clairs, c'est qu'on n'aura pas été jusqu'au bout de notre démarche. Je voudrais aussi créer des œuvres d'art pour les ronds-points. Si quelqu'un a un rond-point, je suis prêt à l'aider. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu des essais malencontreux. Voilà, quand je dis ça, c'est que je pense vraiment qu'on peut vivre dans l'art et dans le beau. Tous chez vous, par exemple, vous avez une tasse fétiche ou une assiette fétiche. Quelque chose dans lequel ça vous fait plus plaisir de boire votre thé ou votre café que dans autre chose. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui réunit la beauté et l'émotion. Je rappelle, le musée du Louvre-Lens a une équipe de 30 médiateurs qui font partie de l'équipe. Et ça, c'est aussi très innovant et un parti pris fort, parce que je tiens à le préciser, parce que, par exemple, le Louvre Paris fait appel à un prestataire extérieur, comme beaucoup d'autres musées. C'est-à-dire que cette relation qui se crée avec le public et les usages que ce public déploie en venant dans votre musée est complètement à l'ordre du jour, et que ces médiateurs sont à l'écoute de toutes ces différences, de toute cette diversité. Alors, on a des médiateurs incroyables. Alors, nous, dans nos équipes de médiateurs, vous avez aussi bien des gens avec qui vous allez être en face publique, mais qui aussi ont chacun leur spécialité. L'accessibilité, le travail avec les étudiants, l'art-thérapie, etc.
C'est incroyable, mais je tiens à dire aussi qu'en fait, je pense que quand on travaille au Louvre-Lens, même quand vous êtes la personne qui s'occupe des finances, en fait, vous êtes tourné vers le public. Je pense qu'il n'y a personne qui travaille dans ce musée sans une adhésion très forte à ce projet, et ce qu'on ressent d'ailleurs au quotidien. Mais c'est vrai qu'on a la grande chance d'avoir eu ce choix initial, politique très fort, de se dire, là, ce qui est principal pour nous dans cet établissement, c'est le public. Et ce qui est principal, c'est que le public vienne et surtout qu'il revienne. Ouais, je voulais revenir quand même sur cette question du... Et après, on laisse... Oui, non, mais juste pour ouvrir quand même la porte à la réflexion, parce que la question, au fond, d'avoir de l'art ou des collections partout et au plus proche des gens, si on va au bout d'une logique, ça veut dire revenir quand même sur un certain nombre de pratiques professionnelles et de contraintes qu'on se met nous-mêmes, qu'il va peut-être falloir repenser, parce que quand même, l'éternité a pris du plomb dans l'aile, donc que fait-on, quoi ? Je ne te le dis pas forcément à toi, mais sachant que moi je suis responsable de ma propre collection, donc je peux faire ce que je veux d'une certaine manière. Et pour moi, c'est très important d'être hors les murs, d'être dans des questions d'ancrage grâce aux collections, notamment parce qu'effectivement, je n'ai pas les moyens humains pour projeter le centre historique minier ailleurs. Par contre, j'ai les collections pour pouvoir le faire. Est-ce que, comment parler de partage, d'être à l'écoute, je vous propose justement d'avoir un échange et un débat. Et je sais que c'est toujours le moment un petit peu brise-glace difficile, de vous passer le micro et de pouvoir poser toutes les questions qui vous viennent, tous les désirs, les idées, les suggestions à nos trois invités. Qui veut bien démarrer ? La première question est la plus difficile. Je vous regarde. Oui. Bonsoir, merci pour ces explications. Je voudrais juste revenir sur la relation ADEME et puis avec vos musées. Alors je sais qu'il y a un certain enjeu de fréquentation. J'ai déjà entendu parler de chiffres sur les fréquentations annuelles, etc., pour mobiliser les habitants et au-delà de la région aussi. Alors, en quoi l'ADEME peut apporter plus de fréquentation à vos musées ? Je ne veux pas trop leur dire pour pas qu'ils me le fassent payer. Non, encore une fois, la question d'être démonstrateur, c'est plutôt de se dire... d'être reconnu comme un acteur, j'allais dire crédible, de ces enjeux de transition. Tu vois ce que je veux dire ? Et de se dire que, encore une fois, la manière... Alors, c'est encore en train de se faire, c'est-à-dire qu'on a d'ailleurs on est en plein projet européen en ce moment qui s'appelle Carbon Stories, j'en parle très rapidement. C'est des collègues finlandais, slovènes et espagnols avec lesquels on est... pour du coup des projets pour de l'éducation pour adultes, c'est pour ça que c'est un Erasmus, autour de comment on parle du climat dans nos sites et nos musées industriels. Parce qu'en fait, la question des présupposés industriels, notamment techniques, progrès, etc., sont très liés à des enjeux, pour aller vite, très extractivistes en fait. Et donc comment on fait pour changer un discours autour de ces enjeux-là et autour des qualités pour lesquelles on a construit ces collections et qu'aujourd'hui on doit quelque part déconstruire. Alors, comme tu le sais, il faut se déconstruire partout, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui pour l'avenir, parce qu'on sent bien que on est en 2026, mais en fait on est quand même en train de changer de siècle quelque part, eu égard à la tension encore des valeurs qu'on peut avoir, aussi bien sur des enjeux climatiques ou de genre, où on sent bien qu'on est un peu à la charnière de deux manières de penser. Je le fais très rapidement, mais enfin, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est très important pour nous, j'allais dire, de se positionner de manière très franche par rapport notamment à ces enjeux climatiques, de manière engagée pour dire que pour nous, le charbon, c'est plutôt derrière et que c'est plutôt une bonne chose que ça soit derrière, malgré tout, malgré toute la fierté qu'on a d'avoir été ce qu'on a été.
Merci. D'autres questions? Oui. Oui, bonsoir. Donc, je pense que ce serait intéressant aussi de montrer ce que l'industrie minière a, j'allais dire, amené, en positif et en négatif, sur un territoire qui était avant plutôt agricole. Donc, montrer ce qui existait avant, qui existe peut-être encore maintenant sous cette forme agricole, etc. On pourrait montrer peut-être des photos d'avant l'industrie minière. Et la modification radicale du territoire du fait de cette industrie, avec pas seulement les photos qui ont été réalisées à la demande des houillères, enfin des industries de l'époque, mais par des gens qui ont pris des photos des sites urbains miniers au travers de l'histoire. Et moi, je ne sais pas qui aurait une collection qui pourrait être présentée comme les traces pas forcément positive d'une industrie qui a modifié les paysages, qui a modifié les villes, qui a transformé des villages en lieux de travail très différents de ce qu'ils étaient avant. Donc je pense que peut-être que certains de vos musées pourraient aussi amener cette dimension qui n'apparaît pas toujours et qui est pourtant importante pour comprendre l'évolution de la société. On parle d'utilité sociale, mais faire comprendre la bascule entre le monde d'avant, cette industrie, le monde de l'industrie et le monde qui arrive une fois qu'elle a cessé. Je pense qu'il y aurait toutes ces transitions-là à témoigner au travers soit d'artistes, soit de photographies. Cette question, elle est bien évidemment valable aussi dans le cas du Louvre-Lens, puisque vous êtes basé sur un puits de mine. Donc voilà, bien évidemment, le fait d'installer un musée aussi sur un puits de mine, c'est un choix aussi de transition. Alors là où je suis d'accord et pas complètement d'accord. C'est-à-dire que, enfin si, je pense que dans là où je reconnais qu'on a sans doute raconté une histoire qui était très décontextualisée. C'est-à-dire que, et c'est encore un peu le cas dans nos salles, on découvre le charbon en 1720, enfin bon, il y a toute la partie géologie, puis après c'est 1720, et puis ça s'arrête en 1990. Au fond, on vous explique pas pourquoi vous aviez vraiment besoin de charbon, et au fond, on vous explique pas vraiment pourquoi en 90 on arrête, quoi, d'une certaine manière. Donc ça, on a besoin effectivement de comprendre un peu mieux les sujets qui ont amené, au fond, cette transformation dont vous parlez. Après, nous, on a fait une exposition qui s'appelait La Conquête de l'Ouest et qui parlait plus précisément de la création du bassin minier dans le Pas-de-Calais, parce que vous savez qu'historiquement, on a commencé dans le Nord et qu'en fait, ça a fait comme ça. Et en fait, on commençait l'exposition par un tableau justement de paysages champêtres qui, en fait, était une représentation un peu de ce qu'était ce territoire avant l'industrialisation. Mais des photos, vous n'en trouverez jamais, hein. Pardon, hein. Voilà. De la même manière que des vraies représentations de mineurs avant très très tard, en fait, hein, dans le 19e siècle, vous n'allez pas en trouver non plus, hein. Vous allez avoir les premiers films, mais déjà au XXe siècle, hein. Donc pour avoir des représentations, c'est dans des médailles, c'est très très... en fait, c'est peu représenté, puisque effectivement la mine, c'était pas forcément, évidemment, les ouvriers qu'on mettait le plus en avant de manière artistique. Alors évidemment, il y a des contre-exemples en Belgique et autres, mais globalement, ce que vous dites en termes de photographie, en tout cas, n'existe pas. Mais ça me donne l'occasion de vous dire qu'on célèbre le bicentenaire de la photographie en 2026 et qu'on aura une très très belle exposition au centre historique minier qui va s'appeler La mine dans l'objectif et qu'on fait avec les collections de la MPP, la médiathèque du patrimoine et de la photographie, qui sont en fait les collections de l'État en photographie, et vous aurez les plus grands photographes en fait français et d'ailleurs internationaux qui ont travaillé sur cet enjeu de la mine et pas seulement dans notre région. Merci beaucoup pour vos allocutions.
vous avez parlé à plusieurs reprises, notamment de l'exceptionnel, du fait justement de cette valeur exceptionnelle, avec notamment cette idée que quelquefois, une œuvre, une gravure contemporaine peut être aussi accessible que ce qu'on achèterait en magasin. Est-ce que ça ne pourrait pas justement être l'occasion, de manière assez ponctuelle, de proposer ce genre d'expérience, entre guillemets, on va dire, d'infuser l'esprit du musée dans des œuvres qu'on pourrait par exemple acquérir, par exemple en faisant une bourse aux gravures contemporaines au sein du musée du Louvre, ou notamment au musée de l'Howard. J'en donne un exemple, une lampe de mineur ancienne, ça coûte cher, une lampe récente achetée en boutique, ça n'a pas d'âme. Par contre, si la lampe elle est en pièces détachées, qu'on me propose de l'assembler à la lampisterie, alors là, oui, je saute dessus direct. Cette idée de rajouter une plus-value sentimentale avec le fait que tel ou tel objet, je ne l'ai pas chez moi, mais il a transité par le musée, il a été façonné par ces lieux déjà façonnés d'exceptionnalité. Est-ce que ça ne pourrait pas justement être une occasion de rajouter de la valeur et de transférer un peu les musées dans chaque logement ? Alors, il y a plusieurs enjeux dans ce que vous venez de dire. Alors, le premier, c'est de dire, par exemple, je ne sais pas si vous allez souvent à la librairie boutique du musée, mais ils mettent beaucoup en valeur les créateurs du territoire. Donc ça, c'est important à dire. Alors, vous avez quelques gravures, vous avez surtout beaucoup de bijoux, de créations textiles. Alors, d'un point de vue, en fait, on a une obligation légale, nous, de ne pas pouvoir vendre d'œuvres d'art. Et aussi, tout simplement, et ça peut se comprendre, par conflit d'intérêts. C'est-à-dire que nous, on ne pourrait pas dire acheter tel artiste plutôt que tel artiste. C'est l'idée que les musées sont un peu en dehors du marché. Et ce qui garantit notre neutralité vis-à-vis des artistes, vis-à-vis du marché. Donc ça, c'est quelque chose que, par exemple, techniquement, alors c'est même pas techniquement, c'est-à-dire idéologiquement, presque, déontologiquement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Déontologiquement, nous, on ne peut pas être un lieu de vente d'art. Voilà, parce que, évidemment, ça voudrait dire, et on aurait légitimité à nous dire ça, pourquoi vous soutenez tel artiste plutôt que tel artiste ? Et donc, c'est vrai que ce maillon de comment expliquer qu'on peut aller acheter facilement une œuvre d'art, etc., c'est un enjeu. C'est un enjeu. Et c'est vrai que ce serait un enjeu qu'il y ait des foires d'art très accessibles. Quand je dis très accessibles, c'est-à-dire qu'ils vendent des choses très peu chères, qui existent. Et c'est vrai que comment trouver l'exact endroit où tout le monde saurait ça, on tâtonne encore. Ça c'est vrai. Par contre, il faut savoir que, alors ça on le sait assez peu, il y a au Louvre un service qui s'appelle la calcographie. Alors vous allez me dire, évidemment, calcographie, ça ne fait pas très vendeur. Peut-être qu'on lui trouve un nouveau nom. Et en fait, la calcographie, c'est un service du Louvre qui commande à des artistes des œuvres d'art gravées qui, pour le coup, peuvent être vendues parce qu'elles sont inspirées uniquement des œuvres d'art du musée. Alors, alors c'est un peu plus cher que la centaine d'euros dont je parlais, hein, mais c'est quelques centaines d'euros. Et alors ça, vous le trouvez à la boutique du Louvre. Et donc, il faut savoir que c'est même un patrimoine assez exceptionnel, puisque la calcographie du Louvre conserve des plaques de gravure sur des centaines d'années. Alors, c'est pas très connu, et c'est sûrement pas assez connu d'ailleurs. Et puis, il faut lui trouver un autre nom, parce que calcographie, c'est pas vendeur du tout comme nom. Mais c'est vrai que vous avez, par exemple, des initiatives comme les ateliers ouverts. Vous savez, qui ont lieu, par exemple, c'est le département notamment qui organise ça. C'est un week-end par an, c'est au printemps. Et donc, vous pouvez récupérer sur le site du département ou dans des dépliants la liste des ateliers ouverts. Ils ne vendent pas tous des choses, mais ils produisent tous des choses. Et en fait, ce sont des artistes du territoire qui ouvrent leurs portes, enfin, qui font des portes ouvertes. Donc ça, c'est un de mes conseils aussi, parce que ça se trouve, il y a un artiste super intéressant, ou vous trouvez super intéressant, qui en fait est peut-être à 3 rues de vous, mais vous ne le connaissez pas, parce qu'évidemment, son atelier, il est d'habitude fermé. Et donc, moi, ça, c'est un de mes conseils. J'aime bien faire ça. Moi, je rentrais comme ça dans quelques ateliers qu'on ne connaîtrait pas. Donc, je ne sais plus à quel moment de l'année c'est mars-avril, je pense, ou mai-juin, je ne sais plus. C'est au printemps. Et donc, c'est les portes ouvertes. Et il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui s'inscrivent à ces ateliers portes ouvertes.
Merci. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Annabelle Tellez, à savoir qu'on peut effectivement, et on doit, oui, acquérir des œuvres. Mais oui, mais je vais être complémentaire. Il existe la possibilité avec la Banque de France, l'ex-Banque de France, l'ambassade, effectivement, qui recueille et qui expose régulièrement des artistes régionaux contemporains. Même des nationaux, parce que là, il y a un partenariat avec Louvre-Lens-Valais, puisqu'il y a des toiles qui sont présentes également. Il y a l'expo qui vient de se terminer. Mais il y a régulièrement des artistes régionaux qui viennent exposer. Et l'art, en fin de compte, on découvre l'art et surtout on a des coups de cœur sur des œuvres qui ne coûtent pas des millions. Mais même si ce n'est pas un Léonard de Vinci, quand c'est un coup de cœur, c'est pareil. Effectivement, une fois qu'on a accédé, on a osé, on a franchi le pas, on s'aperçoit qu'effectivement, chez soi, ça n'a rien à voir. C'est surtout pas un poster qu'on achète et qu'on paye cher et qui a vraiment aucun intérêt. Et effectivement, ensuite, quand on va au Louvre-Lens, on est un petit peu plus partenaire, un peu plus spécialiste. On y va à quelque chose d'un petit peu plus franc, entre guillemets, et on a moins peur, effectivement. C'est pour ça que je dis que pour moi, l'ambassade qui est à Lens, c'est la marche qui de zéro, celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas osé, celui qui n'a jamais franchi le pas, permet, avant d'arriver au Louvre, effectivement, où là, effectivement, c'est la référence, effectivement, bravo, merci au Louvre, d'avoir effectivement cette marche intermédiaire qui lui permet de découvrir. Mais ce qu'on découvre aussi, si on rencontre des gens et on discute avec des gens extraordinaires qui viennent de la région, mais qui viennent de la France entière, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent visiter notre région, ils viennent visiter la région, ils viennent aussi pour le Louvre, encore merci le Louvre, et on rencontre des gens, et là on échange, et ça c'est vraiment extraordinaire de voir l'ouverture des gens, ce que pensent les gens de notre région en fin de compte, mais ils sont là, ils sont épatés, et ils reviennent, entre guillemets, ce qu'on ne sait pas très bien faire malheureusement, mais je pense que tout ça il faut du temps, tout doucement ça avance, et que avec le temps, avec les efforts de tout le monde, on arrivera effectivement à faire en sorte que l'art, les musées dans la région, à l'Howard, évidemment, c'est un musée de mémoire, c'est incontournable et intouchable, et c'est la référence. Et le Louvre, bien sûr, on a effectivement des atouts fantastiques. Après, il y a la piscine, il y a d'autres... On a vraiment des gens extraordinaires. Et effectivement, si on peut commencer à avoir des œuvres, je pense qu'il faut... C'est un bon conseil, entre guillemets, qu'on peut lancer, entre guillemets. Regardez un petit peu ce qui se fait, regardez des expositions d'artistes qui ne sont pas des vedettes mondiales, mais on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des coups de cœur extraordinaires. Et quel plaisir, derrière, d'avoir son tableau, cette peinture, et de la regarder, de la mettre dans son salon, de la mettre dans sa salle à manger, mais de la voir tous les jours, et de se dire, waouh, c'est beau. C'est mon coup de cœur, mais c'est le coup de cœur permanent, et ça vaut tout l'or du monde. Alors c'est très juste, parce que parfois les gens me disent, mais alors je devrais acheter quoi? Et moi je dis, achetez ce que vous regardez et vous vous dites, ça je voudrais le regarder tous les jours. C'est la seule conseil en fait. C'est pas telle personne, est-ce que c'est la bonne personne, etc. C'est l'objet ou la chose que vous aurez envie de regarder tous les jours. Et d'ailleurs même quand on achète des cartes postales, c'est ça. Quand on achète des cartes postales au musée, c'est l'œuvre qu'on a vue et dont on veut garder le souvenir avec nous. Parce que je pense, parfois on me dit, est-ce que c'est bien de photographier beaucoup dans les musées? Moi, je trouve que si vous avez envie de photographier, que vous avez envie de garder un souvenir, surtout photographiez tout. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est ce qu'on a envie de garder avec soi, en fait. Gilles Dufaux, Caisse des dépôts et consignations. Je m'interroge en fait sur comment objectiver l'utilité sociale du musée. Je travaille dans le secteur culturel depuis 20 ans. Il est actuellement un peu attaqué de toutes parts. Et je me demande comment est-ce qu'on fait pour rendre objectif en fait quelque chose qui relève de ce dont on est à peu près tous persuadés, c'est que ça sert à quelque chose, mais que beaucoup de décideurs en fait préfèrent ne pas voir cette utilité. Et la question c'est comment est-ce qu'on rend ça, réel et objectif. Alors ça, je peux tout à fait répondre à ça. Je pense que la clé de tout ça, c'est l'évaluation et le partage des données des évaluations. C'est-à-dire que Luc, tu disais tout à l'heure, on est un service public. Et je pense que tous les services publics ont des comptes à rendre sur la manière dont ils exécutent ou pas le service public, comment ils gèrent ce qu'ils font dans l'équipe publique, et s'auto-évaluer et faire de l'évaluation, c'est aussi bien pour être sûr de savoir
également comment est-ce qu'on s'améliore. Et quand je dis quand on s'améliore, aussi, à un moment, une politique publique peut être importante à un moment donné, et puis 5 ans plus tard, plus être celle dont on peut avoir besoin à ce moment-là. Et donc, je pense que l'évaluation, c'est très important. Et quand je dis l'évaluation, par contre, c'est les chiffres, mais c'est aussi le qualitatif. Quand je dis ça, c'est par exemple, tous les ans, on regarde si on a des gens qui sont venus, et c'est la première fois qu'ils sont venus. Donc, c'est ce que nous, on appelle les primo-visiteurs. C'est très important qu'il y ait des primo-visiteurs. Mais on regarde aussi beaucoup les visiteurs réguliers, c'est-à-dire ceux qui viennent plusieurs fois dans l'année. Si on a beaucoup de primo-visiteurs mais qu'on n'a plus de visiteurs réguliers, ça veut dire que les gens sont venus, mais qu'en fait vous vous êtes ennuyés, vous n'avez pas envie de revenir. Ça, c'est un problème pour nous. Ça veut dire qu'on doit réfléchir pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie de revenir. Aussi réfléchir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas venus. Et je pense vraiment que l'évaluation de notre travail, c'est important. Mais par contre, l'évaluation, pour moi, c'est pas que des chiffres. Évidemment, c'est des chiffres, c'est objectif, mais c'est aussi c'est aussi les témoignages que vous laissez, le ressenti. Et ça, je pense que cette question-là, elle est importante. C'est aussi souligner les différents types de pratiques. On parlait de l'utilité sociale, par exemple, on travaille très fortement avec aussi, peut-être dans des endroits dont vous ne savez pas que c'est aussi dans le musée. On travaille, par exemple, avec France Travail, donc l'ancienne ANPE, dans des ateliers avec des personnes qui sont souvent en chômage de longue durée, donc qui ont besoin de se ressentir en confiance. Et en fait, dans plusieurs ateliers en partenariat avec France Travail, avec le psychologue de France Travail et nos médiateurs, il y a par exemple des personnes qui apprennent à faire le CV des œuvres, à parler, à exprimer publiquement le CV des œuvres, et donc ça veut dire qu'ils pourront reprendre confiance pour faire le leur. Parce que c'est souvent revenir au travail ou à une vie sociale quand on en a été éloigné, c'est souvent une question de confiance en soi. Et souvent, on a ce qu'il faut en soi, mais ce n'est pas forcément facile d'aller chercher ce qu'on a en soi. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. On travaille, par exemple, aussi avec l'Académie de l'hospitalité, donc qui a ouvert il y a peu. Vous savez, c'est appuyé sur l'Office de tourisme. Et c'est l'idée que dans notre territoire, on a une grande expertise, c'est la convivialité. C'est recevoir, c'est la convivialité. Mais que paradoxalement, eh bien, il manque de personnes dans ces métiers-là, de la réception, de l'hôtellerie, de la restauration. Et donc l'Académie de l'hospitalité accompagne des gens dans ces formations-là, mais ces personnes viennent aussi au musée parce qu'en fait, être médiateur, c'est partager de l'émotion. Si vous travaillez dans un restaurant et que vous amenez les plats, que vous les expliquez, vous partagez aussi de l'émotion. Et donc ça, c'est aussi évidemment, on n'allait pas vous donner des listes complètes des projets comme ça, mais je pense que c'est des projets aussi qui nous parlent à tous. Et par exemple, pour une donnée chiffrée, c'est que les personnes qui passent par les ateliers communs entre France Travail et le Louvre-Lens et d'autres musées, ce partenariat qui a été lancé expérimentalement d'abord au Louvre-Lens et au Palais des Beaux-Arts de Lille, c'est quelque chose qui est en train de se développer dans énormément de musées aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand tu parlais d'être le premier, c'est surtout de partager nos savoir-faire les uns avec les autres et nos expériences les uns avec les autres. Et à un moment, France Travail m'a dit on a fait une petite expertise pour savoir que devenaient ces gens qui passent à un atelier. Et alors que ce sont des personnes qui sont loin du retour à l'emploi, en fait, 6 mois plus tard, il y en a la moitié qui ont retrouvé un emploi. Moi, je veux répondre sur 2 points. Le premier point, c'est qu'on n'est pas si attaqué que ça. C'est peut-être paradoxal de dire ça, mais moi, j'étais à Muséum Connexion, là, un des salons internationaux là, qu'on a eu en janvier, où on avait le témoignage des musées américains. Je peux vous dire que mieux vaut être en France encore. Et je ne parle pas que de Donald Trump, je parle aussi de la question très très débattue justement de l'utilité sociale des musées, c'est-à-dire pris comme un enjeu politique et donc combattu comme un sujet politique. Et je trouve que effectivement, on a quand même la chance d'être dans un moment quand même apaisé où effectivement on a des coupes budgétaires, mais malheureusement on est dans une situation publique telle que en fait on coupe même si on sait qu'on devrait mettre plus. C'est vrai pour la culture, c'est vrai pour le sport et c'est vrai pour
tant et tant de politiques publiques. Malheureusement, je pense que vous en serez d'accord. Et je pense que vous avez un élu, n'importe quel élu en face de vous qui vous dit qu'il va vous couper, en fait, il est très emmerdé, mais qu'il sent qu'il n'a pas vraiment le choix. Donc je ne dirais pas qu'on est assailli ou dans une situation si défensive que ça. Moi, j'y crois pas. En tout cas, c'est pas la manière dont je veux porter mon service public. Moi, la réponse que je ferais, et elle rejoint un certain nombre évidemment d'exemples dont a parlé Annabelle, c'est la question justement du service public. En fait, si notre service public, il est donné en soi dans le Code du patrimoine, mais si vous restez sur cette définition de ce patrimoine tel qu'il est donné par la loi, c'est hyper sec en fait. Et c'est sûrement pas avec ça que vous allez emmener du monde avec vous. Et donc la question des partenariats avec France Travail, avec le médico-social par exemple, qui ne sont pas forcément du service public, mais enfin du parapublic très très fort, c'est comment le musée ou la justice avec la PJJ, c'est comment le musée s'associe à d'autres services publics pour remplir d'autres services publics. Et c'est aussi ça qui est important. L'utilité sociale du musée, ce n'est pas que le service public de la culture qui est important en soi. Il est comment on s'utilise pour d'autres politiques publiques parce qu'on en a besoin. Bonsoir. Madame Ténez, la question elle s'adresse plutôt à vous. Moi je ne suis pas du tout originaire de la région. Je suis arrivé à Lens 2 ans à peu près avant l'ouverture du Louvre-Lens pour y créer une entreprise. Parce que je trouvais que l'idée d'implanter de la culture comme ça en plein milieu d'une friche industrielle, minière, pour résumer on va dire dans les corons, c'était une idée géniale. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est super, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est prévu pour les infrastructures qui sont autour. C'est-à-dire, par exemple, je viens avec un autobus et je viens avec 60 personnes, il n'y a pas un hôtel à Lens qui est capable d'accueillir des gens. Il n'y a pas de restaurant qui sont capables de les accueillir. On se rendait compte au début, d'ailleurs, que la petite navette qui prenait les touristes qui venaient de la gare contournait le centre-ville, passait sur l'arrière-gare pour les emmener au Louvre. Et au final, les projections qu'on avait sur les premières années, c'était à peu près 500 000 personnes. Et bon, de ce que j'en sais, mais vous allez peut-être me le confirmer, c'est qu'on a eu entre 500 000 et jusqu'à pratiquement 900 000 visiteurs certaines années. Et par rapport à ce que vous disiez, moi j'ai essayé de faire venir des amis lillois ou d'ailleurs qui me disaient « Heureusement qu'on a un GPS, heureusement que tu nous as expliqué à peu près où c'était, parce que je m'intéresse à l'art de façon générale, on va le dire comme ça. Donc je sais moi parfaitement, parce que j'y suis allé des dizaines de fois, ce qui se passe à l'intérieur du Louvre, mais on se rend compte que pour venir au Louvre, c'est pas forcément super bien indiqué. Et par rapport à ce que vous disiez, mais ça on sait qu'il y a... On fait l'essai demain si vous voulez. Il y a plein de Parisiens qui ne sont pas montés à la Tour Eiffel. On sait qu'il y a plein de Lensois qui ne sont pas allés au Louvre. Alors que moi, les premières années, on voyait des Japonais, des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Italiens qui venaient en visite. Et c'est de se dire, est-ce qu'il est possible de réfléchir à quelque chose pour que, entre guillemets, cette première couronne d'habitants, ces Lensois, qui ne sont jamais peut-être allés au Louvre, puissent y aller. Parce qu'effectivement, là, on parle de l'utilité sociale, mais à un moment, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme information, comme action ou comme intérêt pour que, ne serait-ce que les Lensois viennent. Parce que économiquement, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais on se rend compte que sur ces 500 à 900 000 personnes qui ont passé les portes du Louvre-Lens, finalement, ils font quoi? C'est que ça n'est pas un lieu où on reste, c'est un endroit où on passe. C'est-à-dire la plupart des gens viennent et ils partent à Arras, ils partent à Lille, ils partent à d'autres endroits, mais en fait, économiquement, par rapport à la ville de Lens, ça n'y a pas apporté grand-chose, hormis cet attrait culturel indéniable. Hein. Ça, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais je veux dire, est-ce qu'on pourrait réfléchir à quelque chose qui fasse que ça puisse apporter quelque chose d'économique et de plus concret par rapport, ne serait-ce qu'aux habitants lensois? Merci. Alors, je vais peut-être redonner quelques chiffres. Donc, en fait, les objectifs, c'était entre 450 000 et 500 000. Hein. Je me tourne vers Luc, puisqu'il était là. Oui, je fais la moue, pas parce que je ne vous crois pas. C'est que j'ai été directeur adjoint de cette maison. Et donc, je peux vous dire qu'il y a 10 ans en arrière, c'était encore bien pire que ça. Hein. Alors, pour vous donner quelques chiffres, donc, les objectifs, c'était 450 000 à 500 000. Et on est dedans. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, c'était 490 000 visiteurs.
Je pense que c'est très important de redonner une échelle. 490 000 visiteurs, ça nous place comme le 3e musée en dehors de Paris, après le musée des Confluences qui est en plein centre-ville de Lyon et le Mucem à Marseille qui est en face de la mer. Donc je pense que c'est très important de rappeler que 450 000 à 500 000 visiteurs, et parfois on a été jusqu'à 530, notamment l'année anniversaire, pour une ville qui fait 30 000 habitants, une agglomération 300 000, c'est plus que le nombre de personnes dans l'agglomération. Sur le fait qu'au début, il y avait beaucoup à construire autour, c'est vrai. Et moi, je suis assez frappée, alors je suis arrivée que depuis 2 ans et demi, mais je suis assez frappée, par exemple, pour Gothique, tous nos collègues médiévistes de France et de Navarre, et voire même des États-Unis, de l'Allemagne, sont venus. Ils étaient venus notamment aux premières expositions où il y avait beaucoup plus de Moyen-Âge. Donc nos collègues médiévistes reviennent et ils me disent tous « Ah, mais qu'est-ce que ça a changé ?» Et il faut bien se dire que le but du Louvre-Lens, c'était d'enclencher une dynamique. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, en étant là depuis 2 ans et demi, mais en ayant encore un regard neuf, c'est quand je viens de la gare, je vois l'Ibis. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec des gens justement du territoire qui me disaient « Ah, quand même, c'est bien, parce que ce devant de gare, pendant longtemps, c'était énormément des bâtiments abandonnés. Il n'en restait plus qu'un, vous avez vu, il est en construction. » Et cette façade d'Ibis, elle est restée. Il y a un très gros travail de la ville. Je sais qu'il y a des gens de la ville qui pourront peut-être ici qui pourront en parler sur la question du patrimoine art décoratif, qui pendant longtemps a été considéré comme bon, c'est du patrimoine de la reconstruction. Vous prenez l'Ibis. Aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'au Louvre-Lens à pied, pratiquement en zone uniquement végétale, à l'exception du tunnel. Mais le tunnel, aujourd'hui, il a du street art. Quand vous faites ce chemin-là, sur le bord, alors peut-être que tout le monde n'y va pas parce que c'est moins ouvert au public, il y a le nouveau bâtiment de la CCI du territoire qui est sur le côté de la gare. Il y a sur le chemin, là où on est, le Louvre-Lens-Vallée quand même. Bifurquons et n'allons pas directement au musée, il y a le stade. En face du stade, il y a la piscine. Incroyable piscine, je ne sais pas si vous la fréquentez, mais quand même, faut aller à la piscine. Hein. En face du stade, non mais c'est vrai. En 2012, elle n'existait pas. Hein. Voilà, elle a ouvert l'été où je suis arrivée, donc il y a 2 ans et demi. Parce qu'il y a le Louvre-Lens, il y a aussi le parc. Venez l'été, mais même le matin, je croise les joggers, les enfants qui apprennent à faire de la draisienne, tous les chiens du quartier. Le parc, c'est un lieu de vie incroyable qui justement relie les différentes cités qui n'étaient pas reliées. Et depuis le début, le Louvre-Lens a fait, et je dis ça parce que ça c'est vraiment le travail des pionniers du musée, je ne veux pas devenir comme ça, mais d'avoir été aussi faire du porte-à-porte. Et aujourd'hui, le pourcentage, évidemment, il y aura toujours des gens qui ne seront pas rentrés et qu'on continue à vouloir aller chercher, à faire entrer dans le musée, mais la présence, il y a quand même 70% des personnes qui visitent ce musée qui sont des gens de la région. Alors, je parle des Hauts-de-France en général, mais la part des gens du territoire est très importante. Alors qu'on a encore des progrès à faire sur la signalisation, c'est évident, on aura toujours des progrès à faire là-dessus, mais je pense quand même aussi que, je rappelle, parce qu'on n'est pas plus fiers, 2 articles dans le New York Times pour Lens. Quelle ville française a eu 2 articles dans le New York Times cette année? Et quand je dis le New York Times, on ne parle pas que de toucher les États-Unis. Le New York Times international, c'est le journal international le plus diffusé de toute la zone occidentale. Donc évidemment, il reste beaucoup à faire. On ne va pas se dire qu'on est arrivé assez bien et tout va bien. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est aussi parce qu'il y a le Louvre-Lens, alors quand même on va aller jusqu'au bout, qu'il y a aussi le centre de conservation de Liévin. C'est-à-dire aujourd'hui, les réserves du Louvre, elles sont sur le territoire. Il y a le projet du cinéma d'arrêt d'essai qui est en cours. Et là, il faut bien se dire que si on prend tout ça, on a et je pense qu'il nous manque d'ailleurs une sorte de dénomination pour parler de toute cette zone, mais on a une des plus grandes zones culturelles et sportives parmi les villes du nord de l'Europe.
sais pas si tu veux rebondir par Je veux rebondir par rapport à le revers de la médaille de la discussion, c'est-à-dire effectivement l'attendu social au musée, mais il y a quand même des choses qui sont en dehors de nos capacités et de nos compétences même. C'est aussi comment dire, le paysage institutionnel dans lequel on doit travailler, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire la question de faire avoir des nuitées, enfin la possibilité d'avoir des nuitées à Lens. Je rigolais j'ai oublié l'hôtel du Louvre-Lens. L'hôtel du Louvre-Lens. Mais quand même, c'est assez dingue, c'est que l'hôtel du Louvre-Lens, l'Ibis, parfois tout est plein quand même. Ouais. Mais sachez d'ailleurs que si vous manquez de chambre d'hôtel, Annabelle vous loge. Non, alors pas tout à fait, mais dans ma rue, vous savez, il y a la maison de retraite qui a ouvert. Elle fait chambre d'hôtel aussi. Je dis ça parce que la dernière fois, il y a 15 jours, il y a un journaliste, il ne trouvait pas de chambre, il a été là. Alors je sais, tout le monde n'a pas envie d'aller dormir au Domitis, mais... Mais en tout cas, c'est des sujets... Voilà, je souriais parce que... Et encore, on a l'hôtel du Louvre-Lens. Moi, j'ai connu le Louvre-Lens sans hôtel du Louvre-Lens. Vous imaginez où toutes les semaines, on avait des retours des personnes qui s'étaient paumées parce que Google Maps indiquait je ne sais pas où et qu'ils se retrouvaient je ne sais où, mais pas dans la bonne parcelle. Donc, quand même, on a globalement beaucoup progressé. Mais j'insiste sur le fait que des équipements comme le Louvre-Lens alors le Ward à une moindre échelle, quoi. La question de, par exemple, le ruissellement entre guillemets du nombre de visiteurs que j'ai dans la ville, c'est pas une question qu'on me pose, mais moi je la pose en fait à mes parties prenantes, notamment politiques. Et ça rejoint d'autres sujets qui est la question de la mobilité, parce que en fait, si vous voulez décarboner un lieu culturel, en fait, il faut savoir faire venir les visiteurs autrement qu'en bagnole individuelle. Vous voyez, ça c'est le grand sujet. Et je leur dis ça à la mairie de Le Ward. En fait, si vous voulez que ça ruisselle, il faut que les gens viennent en transport en commun à partir de Douai. Et en fait, c'est faisable. Sauf que, en fait, personne n'a idée. Et personne ne sait, pour certains, que le Ward est à 8 km de Douai. Et c'est le vrai sujet, parce que s'ils prennent la voiture pour sortir de Le Ward, il n'y a rien qui les empêche d'aller manger bien ailleurs. Et je pense aussi que ce qui est important par rapport à ce qu'on se disait sur le développement, c'est que je pense que ce qui a fonctionné dans ce développement, mais il faut bien imaginer qu'on parle de développement à décennies. On parle d'une institution qui a 12 ans, 13 ans depuis décembre. C'est-à-dire la transformation, elle est énorme sur 13 ans, mais la transformation, elle doit se poursuivre. Et d'ailleurs, elle se poursuit. Et c'est vrai que quand on parle de l'utilité sociale des musées, en fait, le musée peut beaucoup, mais je te rejoins quand tu parlais des partenariats, lorsqu'on croise les politiques publiques, et c'est là où c'est efficace, il ne peut rien seul. Et moi, je voudrais saluer sur le tissu économique, c'est le nombre d'entreprises qui sont dans le cercle du Louvre-Lens, qui sont des entreprises qui nous aident, mais qui nous aident aussi à nous développer, qui nous aident aussi dans la stratégie, qui sont parmi les ambassadeurs et dans le cercle d'entreprises du Louvre-Lens par rapport à d'autres cercles de musées. Et ça, c'est très important pour nous. Vous avez aussi bien des grosses entreprises, des banques, etc. Mais vous avez aussi, et ça c'est très important pour nous, des TPE de Lens. C'est-à-dire des gens qui sont aussi des commerçants, qui n'ont pas beaucoup, qui évidemment n'ont pas les moyens des grands groupes, mais par contre, le cercle, il est adapté de telle manière que ces personnes-là puissent être aussi dans le cercle économique du musée, parce que ça compte, parce qu'ils comptent et parce qu'ils nous apportent beaucoup. Et ça, c'est aussi, je pense, la force du Louvre-Lens, et d'un projet comme celui-là, c'est d'essayer de réunir toutes les échelles. Et évidemment, ça, c'est un chemin toujours en cours. Merci beaucoup pour cette question. Je la salue parce que nous sommes un lieu de débat ici. Et c'est important aussi d'exprimer un autre point de vue. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous êtes là pratiquement à toutes nos conversations. Et je voulais vous dire que ce lieu n'existerait pas si le Louvre-Lens ne serait pas né. Parce que, en fait, la communauté d'agglomération Lens-Liévin a créé Louvre-Lens-Vallée l'année suivante
que le Louvre-Lens Vallée, le Louvre-Lens s'est implanté sur le territoire. Et j'ai envie de aussi vous dire que ce soir, vous avez à peu près 5 entrepreneurs parmi vous, là, dans le public, qui sont accompagnés par le Louvre-Lens Vallée. Chaque année, on accompagne ce désir d'entreprendre dans le territoire. C'est pas qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont un lieu pour être accompagnés. Et voilà. Et ces conversations sont possibles aussi. Vous venez à chaque conversation parce que c'est un lieu de débat. Et voilà, un lieu d'utilité sociale. En tout cas, l'utilité sociale, c'est là où on voit que quand on parlait du musée du XXIe siècle, et quand j'entends ce que vous dites, c'est aussi ce que j'entends, c'est on attend beaucoup de nous et on espère donner beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je pense que c'est important de rappeler. C'est vrai. Est-ce qu'on peut rappeler les actualités on a le droit de parler des prochaines expos ou pas? Ah oui. Je ne sais pas. Alors si, je vais quand même parler des prochaines expos. Allez-y. Alors là, vous savez, on était dans les 15 jours où on avait démonté le plus de choses. Donc quand même une chose à dire, Gothique, on a fait 103 000 visiteurs et visiteuses. C'est pas si fréquent de dépasser la barre des 100 000, même dans Paris. Donc, on est très contents. Et sur la question de la hiérarchie, je rebondis un peu sur ce que vous disiez. Pour nous, Gothique, c'était, comme je disais, Notre-Dame de Paris à Gotham City, la ville de Batman, ou de la cathédrale d'Amiens à Mylène Farmer. Et ça marchait. On avait aussi démonté l'exposition Icônes venues d'Ukraine au niveau de la mezzanine. Donc, je parle par ordre chronologique. Donc, la mezzanine, c'est en face des réserves visitables. Cet espace où on essaie de montrer des œuvres qui sont... justement sur le lien entre société et musée, ou des collections qui sont peu connues. Donc, vous savez, on avait montré Icônes venues d'Ukraine, ce sont les icônes à la garde que le Louvre a à la garde, les icônes qui viennent du musée de Ranenko que le Louvre conserve le temps de la guerre. Je dis souvent, ça fait partie des œuvres qu'on espère rendre le plus vite possible, mais elles sont parties en réserve malheureusement. Et donc, à cet espace-là, on ouvre un projet avec la Comédie Française. Ça s'appelle un échange de bons procédés. On stocke les œuvres de la Comédie Française le temps de leurs travaux, et donc on va les exposer. Mais quand on dit les œuvres de la Comédie Française, n'imaginez pas forcément des costumes. En fait, la Comédie Française a une collection de beaux-arts, de sculptures et de peintures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la photographie n'a pas toujours existé. Il fallait bien peindre ces incroyables artistes. Et donc, on aura une vingtaine d'œuvres exposées. Également des œuvres exposées dans la réserve visitable, donc dans leur cadre de transport. Donc, je vous dis ça parce que ça ouvre samedi au public. Super. Donc, ça, on est en cours de montage. Et il y a des œuvres qui vont... ils avaient bon goût, ceux qui commandaient des œuvres à la Comédie Française, parce qu'il y a aussi bien Mignard, Houdon, Delacroix et Renoir. Et on ouvre à partir du 25 mars l'exposition Par-delà les mille et une nuits, Histoire des orientalismes, où nous aurons des prêts très exceptionnels du département des arts de l'islam, notamment le Baptistère de Saint-Louis et le Lion de Manzoni, qui sont leurs 2 chefs-d'œuvre absolus. Lion de Manzoni avait fait la couverture de tous les livres quand le département a ouvert, tous les magazines. Également donc ces histoires des objets, des trésors d'église, des intérieurs de collectionneurs, des voyages d'artistes, jusqu'au musée d'hier et d'aujourd'hui, et avec les œuvres qu'elles ont inspirées également, donc Molière, Grand Mamamouchi, Matisse, Delacroix, Ingres, j'ai pas du tout dit dans l'ordre chronologique, jusqu'au regard contemporain qu'on porte sur ces collections aujourd'hui. Donc ce sera dans notre grand espace d'exposition à partir du 24 mars, avec, en clin d'œil à la Comédie Française. La scénographie a été conçue par une scénographe de théâtre qui s'appelle Philippine, une jeune scénographe de théâtre qui s'appelle Philippine Ordinaire, qui a une 30aine d'années et qui n'a d'ordinaire que son nom. Super teasing. Luc, est-ce que tu veux nous partager une actualité ? Moi, j'ai déjà fait mon teasing tout à l'heure. Donc, en fait, je vous invite toutes et tous à l'ouverture de la saison, qui est la présentation en fait, de notre année, le 3 mars à midi. Voilà. Avec un cocktail derrière. Parce qu'évidemment, c'est quand même un horaire inhabituel, mais vous pourrez au moins manger. Voilà. Vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Patrick, il est parti entre-temps. Et vous rappelez notre prochaine classe de maîtres qui aura lieu le 26 février. Ces liens qui nous donnent du pouvoir avec Nicolas Détrier, qui est le fondateur de Yes We Camp. Et surtout, nos prochaines conversations, 17 mars, accompagner l'entrepreneuriat culturel, le 28 avril, valoriser l'innovation dans l'artisanat. Et le reste, vous l'avez dans le programme. Merci à toutes et à tous. Et l'occasion aussi de vous parler de celles qui organisent et qui sont derrière toute cette organisation de ces conversations, Charlotte Sautière, Fiona Coco et Marion Lefebvre. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va boire un coup. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant 2 heures, quand même. Merci aux intervenants et intervenantes, aux participants et participantes, ainsi qu'aux équipes de Louvre-Lens-Vallée. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. La prochaine conversation aura lieu le 17 mars à Louvre-Lens-Vallée et s'intitule « Accompagner l'entrepreneuriat culturel ». Retrouvez toutes les infos sur nos réseaux sociaux ou directement sur Hello Asso. À très vite.